Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la dérivation. On va maintenant attaquer le domaine de dérivabilité. On va voir tout d'abord le domaine de dérivabilité des fonctions polynomiales et puis par la suite on va voir le domaine de dérivabilité des fonctions rationnelles pour après attaquer le domaine de dérivabilité de la composée de deux fonctions, ce qui va nous permettre de déterminer le domaine de dérivabilité des fonctions irrationnelles et après terminer aussi le domaine de dérivabilité des fonctions trigonométriques. Alors, commençons par le domaine de dérivabilité des fonctions polynomiales. Donc la propriété est assez simple, il nous dit que toute fonction polynomiale est dérivable sur R tout entier, donc sur son domaine de définition tout entier. Et on va voir un exemple. Imaginez par exemple qu'on nous demande de déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction définie par, la fonction f définie par 2x à la puissance 4 moins 3x carré plus 1. Et la réponse est assez simple, il faut juste citer la propriété. F est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R tout entier, donc sur son domaine de définition. On peut écrire df' égale à R, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction dérivée, ou juste le domaine de dérivabilité de la fonction f égale à R tout entier. Donc vous voyez très bien que le domaine de dérivabilité des fonctions polynomiales est assez simple. Donc maintenant passons aux fonctions rationnelles. Alors qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? C'est le quotient de deux fonctions polynomiales dont la fonction au dénominateur doit être non nulle. Donc la propriété nous dit aussi que toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Donc on va voir un exemple pour savoir comment on répond à ce type de question. Donc prenons la fonction f définie par 2x à la puissance 4 moins 3x carré plus 1 sur 2x moins 1. Donc vous voyez très bien que c'est une fonction. Il faut déterminer d'abord le type de cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc on va citer la propriété qui nous dit que toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Du coup, il faut déterminer comme première étape le domaine de définition de cette fonction. F est une fonction rationnelle, alors est dérivable sur son domaine de définition. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Donc vous voyez très bien ici que j'ai le quotient de deux fonctions polynomiales. On n'a pas de problème au numérateur, mais on a un petit problème ici au dénominateur. Donc le dénominateur doit être toujours non nul. Du coup, il faut chercher les nombres réels tels qui rendent ce polynôme nul. Il faut les exclure de R, de l'ensemble des nombres réels. Donc c'est ce qu'on va faire. Le domaine de définition de cette fonction, c'est x qui appartient à R, mais à condition que le dénominateur doit être différent de 0, c'est 2x moins 1 est différent de 0. Donc il faut résoudre, il faut chercher cet x qui rend ce 2x moins 1 égal à 0. Donc on va résoudre cette équation à l'intérieur de l'ensemble si les x qui appartiennent à R tel que x est différent de 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2 qui pose le problème ici au dénominateur. Donc notre domaine de définition c'est R tout entier sauf privé de 1 sur 2, moins 1 sur 2. Et voilà, puisqu'on a trouvé le domaine de définition de cette fonction, f est dérivable sur R moins 1 sur 2, puisque les fonctions rationnelles sont dérivables sur le domaine de définition. On peut écrire df' égale à R moins 1 sur 2. Alors passons maintenant à une fonction usuelle que vous connaissez tous, c'est la fonction racine carrée. Et cette fonction, il faut savoir son domaine de dérivabilité parce qu'elle va nous aider à déterminer le domaine de dérivabilité des fonctions irrationnelles. Donc la propriété nous dit que la fonction racine carrée est dérivable sur R étoile plus. Vous connaissez que cette fonction racine carrée est une fonction usuelle. Vous connaissez qu'elle est définie sur R plus, c'est-à-dire ensemble des nombres réels positifs. Et pourquoi on a exclu 0 ici dans le cas de la dérivabilité? Pourquoi le domaine de dérivabilité n'est pas similaire au domaine de définition? Donc on a un problème en 0, c'est-à-dire cette fonction est définie, la fonction racine carrée est définie mais pas dérivable en 0. Elle est définie en 0 mais n'est pas dérivable en 0. On va démontrer ça. Alors on va étudier la dérivabilité en 0, c'est-à-dire on va calculer la limite quand x tend vers 0 du rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0.
Donc ceci est égal, c'est la limite quand x tend vers 0. On sait que f de x, sa définition est racine x. Donc c'est racine x moins racine de quoi? De 0. Ici, notre fonction prend comme argument 0, l'élément 0, sur x moins 0. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Racine 0 c'est 0, donc c'est racine x sur x. Si on substitue x par 0, on est face ici à une forme indéterminée. Donc il faut simplifier cette fonction pour arriver à un stade où on peut calculer la limite sans tomber sur une forme indéterminée. Donc vous pouvez voir ici qu'on a au dénominateur un x. X, on peut l'écrire sous forme de racine x au carré ou racine x fois racine x. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de racine x sur racine x fois racine x, qui est égal à x bien sûr. On peut maintenant simplifier par racine x au dénominateur et au numérateur. Ce qui va donner, il nous reste 1 au numérateur, c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine x. C'est la limite de l'inverse de la fonction racine carrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On sait, la propriété nous dit que pour calculer la limite de l'inverse d'une fonction, il faut tout d'abord déterminer la limite de cette fonction. On sait que la limite quand x tend vers 0 de racine x est 0. Dans ce cas, il faut vérifier une autre condition. Si cette fonction voisinage de 0 est positive ou négative. Si c'est positif, donc son inverse, ce sera plus l'infini. Si c'est négatif, son inverse, ce sera moins l'infini. On sait que la limite quand x tend vers 0 de racine x est 0. Et la deuxième condition, on sait que racine x est positive au voisinage de 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de l'inverse de la fonction racine carrée est plus l'infini. Puisque la limite de ce quotient f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 n'est pas un nombre réel, donc c'est plus l'infini, on peut dire que notre fonction n'est pas dérivable en 0. Donc la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. On peut écrire que le domaine de dérivabilité de la fonction racine carrée est r étoile plus. Donc elle est définie sur r plus, mais dérivable seulement sur r étoile plus. Il n'est pas dérivable en 0. Maintenant, attaquons la fonction composée, ou le domaine de dérivabilité des fonctions composées, qui va nous permettre de déterminer aussi le domaine de dérivabilité des fonctions irrationnelles. Alors, la propriété nous dit que si f est dérivable sur un intervalle i, et g est dérivable sur f de i. Alors, la composée de f par g, ou g rond f, est dérivable sur i. Alors, bien sûr, on va voir un exemple, ça va expliquer mieux cette propriété, et c'est comme ça qu'on travaille en pratique. Dans notre exemple, on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction h définie par h de x égale à racine x carré moins 3x plus 2. On peut voir ici qu'on a le composé de deux fonctions, celle qui est à l'intérieur de racine et la fonction racine carrée. Donc, la première étape à faire, c'est d'isoler les fonctions en jeu dans notre composition. On peut voir, on peut nommer celle qui est à l'intérieur de racine f. Donc f est définie par x carré moins 3x plus 2 et la fonction racine carrée, on peut la nommer g. Donc, g égale à racine x. Il faut vérifier maintenant si la composée de ces deux fonctions, c'est exactement la fonction h. Donc g rond f de x, c'est g de f de x, c'est par définition. Donc on sait que g de x, c'est racine x. G de quelque chose, c'est racine cette chose. Donc g de f de x, c'est racine f de x. Maintenant on va mettre la définition de f. C'est exactement x carré moins 3x plus 2. Donc c'est racine x carré moins 3x plus 2. Donc c'est exactement notre définition de la fonction h de x. Du coup on a vérifié que h est égal à g rond f. Donc h c'est la composée de f par g avec f, la fonction définie par x carré moins 3x plus 2, et g la fonction définie par racine x, la fonction racine x. Maintenant la deuxième étape, c'est qu'il faut déterminer le domaine de dérivabilité de ces deux fonctions qu'on a trouvées, ces deux fonctions qui jouent dans la composition. Donc il faut déterminer le domaine de dérivabilité de f et celui de g, c'est-à-dire df' et dg'. F est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R tout entier. Du coup, on peut écrire que df' égale à R1. G, c'est la fonction racine carrée. On vient de voir que son domaine de dérivabilité
R étoile plus. Donc DG prime et R étoile plus. Maintenant, la troisième étape, on peut maintenant déterminer le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions, c'est-à-dire de G rond F qui est H. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même méthode qu'on connaît, qu'on utilise dans le cas où on aimerait déterminer le domaine de définition de la composite de deux fonctions. Donc DG rond F', c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de la fonction G rond F, est égal à ces x qui appartiennent à R, tel que, à condition que x appartient au domaine de dérivabilité de F et f de x appartient au domaine de dérivabilité de g. Dans le cas du domaine de définition, qu'est-ce qu'on dit? C'est x qui appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de f, et f de x appartient au domaine de définition de g. Et si on a ici df en g, ce sera si x appartient à R tel que x appartient à dg' et g de x appartient à df'. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer df' et dg'. On a ici df' c'est R et dg', domaine de dérivabilité de la fonction g c'est R étoile plus. Ce qu'on va écrire ici, c'est x appartient à R tel que x appartient à R et f de x appartient à R étoile plus. On sait que I se transforme en intersection lorsqu'on aimerait répartir l'ensemble. Donc on a ici x appartient à R tel que x appartient à R, inter x appartient à R. On répartit la condition. Alors c'est x appartient à R tel que f de x. Alors f de x appartient à R étoile plus. C'est-à-dire que f de x est un réel strictement positif. Donc f de x est strictement supérieur à 0. Notre but c'est de trouver si x tel que f de x soit strictement supérieur à 0. C'est la condition ici. Donc on sait ici que x appartient à R tel que x appartient à R. On n'a rien à exclure de l'ensemble des réels. Donc c'est R inter x appartient à R tel que f de x est strictement supérieur à 0. On sait que f de x c'est quoi? Dans sa définition c'est x carré moins 3x plus 2. Donc c'est R inter x appartient à R tel que x carré moins 3x plus 2. Notre polynôme est strictement supérieur à 0. Donc il faut chercher les x qui auront ce polynôme strictement supérieur à 0 et les prendre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre cette inéquation. Alors résolvons l'équation x carré moins 3x plus 2 strictement supérieur à 0. Alors puisque cet x carré, ce polynôme est un trinôme, pour résoudre cette inéquation, il faut tout d'abord chercher ses racines et puis dresser un tableau de signes. Alors pour rechercher les racines, on va utiliser le discriminant. Donc delta égale à b carré moins 4ac, bc moins 3 carré moins 4 fois 1 fois 2, ceci est égal à 1. Donc delta est positif dans ce cas. Dans le cas où delta est positif, le trinôme admet deux solutions, lesquelles, alors x1 c'est moins b moins racine des a sur 2a, on remplace juste. Donc c'est moins 3 moins racine 1, puisque delta est 1, sur 2 fois 1, puisque a est égal à 1. Ceci va donner 2 sur 2, ce qui est égal à 1. x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a, ce qui va donner 2. Donc dans le tableau de signes, qu'est-ce qu'on fait? On met le domaine de définition de notre polynôme, donc c'est moins l'infini plus l'infini. On met les racines qu'on a trouvées, donc c'est 1, bien sûr par ordre, 1, 2. Notre polynôme s'annule en 1, on met ici un 0. Et notre polynôme s'annule aussi en 2, on met aussi ici un 0. Alors la règle nous dit que à l'extérieur des racines, on met le signe de a. On a ici a égale à 1, donc un signe positif. Alors à l'extérieur des racines, on met un plus ici, et à l'intérieur des racines, l'inverse du signe de a. Du coup, on peut lire sur le tableau de signes que notre polynôme est positif, moins l'infini jusqu'à 1, strictement positif, moins l'infini jusqu'à 1 exclu, alors ouvert, et positif, strictement positif de 2 jusqu'à plus l'infini, ce qu'on va écrire ici. Alors, x carré moins 3x plus 2 est strictement supérieur à 0 si x appartient à moins l'infini 1 ouvert union 1 2 ouvert plus l'infini. Alors la solution de cette équation c'est moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. Donc on a trouvé les x qui auront ce polynôme strictement supérieur à 0.
on peut revenir au domaine dérivatif de notre fonction, écrire que c'est égal à R inter moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. On sait que l'intersection de tout ensemble plus petit que R avec R est cet ensemble. On sait que l'union de tout ensemble plus petit que R avec R est R. Du coup, on a ici une intersection. On prend le plus petit ensemble dans le jeu qui est moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. On peut finalement dire que la fonction définie par hx égale à racine x carré moins 3x plus 2, c'est-à-dire la composite de f par g, est dérivable sur moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. Maintenant, passons à une autre fonction qui est la fonction valeur absolue, et connaître son domaine de dérivabilité va nous permettre de déterminer le domaine de dérivabilité de fonctions introduisant la valeur absolue qui sont un peu plus compliquées. Donc la propriété nous dit que la fonction valeur absolue est dérivable sur R étoile. On sait que cette fonction est définie sur R tout entier. Pourquoi elle est dérivable juste sur R étoile? Pourquoi elle n'est pas dérivable en 0 ici? Alors cette fonction valeur absolue est définie mais pas dérivable en 0. On va montrer pourquoi elle n'est pas dérivable en 0. Alors on va introduire la définition de cette fonction. Donc valeur absolue de x égale à x si x supérieur ou égal à 0. On a introduit ici le cas où x égale à 0 et c'est égal à moins x si x est inférieur à 0. C'est l'une des deux définitions. La deuxième, c'est que la valeur absolue de x égale à racine x au carré. Alors pour bien expliquer cette définition, imaginez par exemple qu'on aimerait calculer la valeur absolue de 5. Alors 5 est un nombre positif, donc la valeur absolue de 5 est 5. On aimerait calculer la valeur absolue de moins 5. Alors moins 5 est un nombre négatif, moins 5 nombre négatif. Donc ce qu'on va faire pour calculer la valeur absolue de moins 5, c'est moins 5, donc ce serait 5. Vous connaissez que la valeur absolue de moins 5 c'est 5. C'est moins 5 qui est loin de 5 pas par rapport à 0. Alors puisque cette fonction est définie par partie, on ne va pas étudier la dérivabilité en 0. Donc là ici l'ensemble est réparti en 0. 0 est un point critique ici. Donc on ne va pas essayer d'étudier la dérivabilité en 0 directement, mais ce qu'on va utiliser, on va utiliser la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Alors commençons par la dérivabilité à droite en 0. Alors on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Si la limite quand x tend vers 0 plus, notre définition de la fonction f, c'est la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0 sur x moins 0. Si c'est égal à, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de valeur absolue de x sur x. Alors puisqu'on s'approche de 0 du côté positif, on est dans ce cas. Donc x est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, la valeur absolue de x égale à x. On peut remplacer la valeur absolue de x par x. Du coup, ceci est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x qui est égal à 1. Donc là, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 qui est égal à 1. Maintenant, calculons le nombre dérivé à gauche. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 moins, c'est de voir de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0 sur x moins 0. Bien sûr, ceci est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de la valeur absolue de x sur x. Et si on est dans ce cas, puisqu'on s'approche de 0 du côté négatif, on est là ici, alors la valeur absolue de x ici égale à quoi? C'est moins x. Alors on remplace la valeur absolue de x par moins x. Ce qui va donner, c'est moins x sur x, c'est moins 1. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 moins de moins 1, qui est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a que le nombre dérivé à droite égale à 1 et le nombre dérivé à gauche égale à moins 1. Donc on a le nombre dérivé à droite égale à 1 et le nombre dérivé à gauche égale à moins 1. Du coup, les deux nombres dérivés sont différents. La propriété nous dit que si les deux nombres dérivés à gauche et à droite sont égaux, notre fonction est dérivable en ce point. Mais puisque ici, ils se sont différents, ils ne sont pas égaux, alors notre fonction n'est pas dérivable en 0. Le nombre dérivé à gauche, à droite en 0 est différent du nombre dérivé à gauche en 0. Donc notre fonction n'est pas dérivable en 0. On a montré que
la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, est dérivable sur R étoile. Dérivable sur R tout entier sauf en 0. Alors prenons un exemple et on aimerait déterminer le domaine dérivatif de la fonction définie par valeur absolue de x moins 1. Alors la première étape à faire, c'est d'essayer d'isoler les différentes fonctions en jeu dans notre composition. On va voir qu'ici qu'on peut prendre la fonction à l'intérieur de la valeur absolue et la nommer par exemple f de x égale à x moins 1, la fonction f définie par x moins 1, et prendre la fonction valeur absolue qu'on va nommer ici g. Il faut vérifier que la composite de ces deux fonctions est exactement la valeur absolue de x moins 1. Donc g rond f de x, c'est g de f de x. G prend comme argument x, alors c'est la valeur absolue de x. Lorsqu'elle prend comme argument f de x, c'est la valeur absolue de f de x. On remplace f de x par f par sa définition, donc c'est x moins 1, et ceci va donner la valeur absolue de x moins 1. Du coup, la composite de f par g, c'est exactement la valeur absolue de x moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut déterminer le domaine de dérivabilité des deux fonctions en jeu dans la composition, donc de f et g, df' et dg'. Puisque f est une fonction polynomiale, donc si notre f est une fonction polynomiale, alors dérivable sur un tout entier, donc df' égale à r. Et puisque g est la fonction valeur absolue, on vient de voir que cette fonction est dérivable sur r étoile, donc dg' égale à r étoile. Maintenant, la troisième étape, c'est qu'il faut, on peut maintenant déterminer le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions qui est la valeur absolue de x moins 1. Alors dg rond f', c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de la fonction g rond f, c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de la fonction définie par valeur absolue de x moins 1, c'est x qui appartient à R, tel que, à condition que x appartient au domaine de dérivabilité de f, et f de x appartient au domaine de dérivabilité de g. Maintenant, il faut juste remplacer. Donc, df' c'est R, et dg' c'est R étoile. On va, bien sûr, comme on l'a déjà fait, on transforme ce i en intersection. Si x appartient à R tel que x appartient à R, inter x appartient à R tel que, alors f de x appartient à R étoile. Il faut transformer cette écriture en une équation ou en une inéquation pour trouver et pour chercher ces x. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Donc f de x appartient à R étoile, c'est-à-dire on peut transformer cette information en une équation. C'est-à-dire f de x est différent de 0. Alors c'est les x appartiennent à 1 tel que f de x est différent de 0. F de x, c'est quoi? Dans f de x, on sait que c'est x moins 1. Donc on sait que x appartient à R tel que x appartient à R. On n'a rien à exclure de R, ça va donner R. Donc c'est R inter x appartient à R tel que f de x est différent de 0. C'est R inter x appartient à R tel que f de x c'est x moins 1 différent de 0. On peut maintenant résoudre une équation. C'est R inter x appartient à R tel que R x différent de 1. Alors ici c'est x appartient à R tel que x différent de 1. C'est R tout entier sauf privé de 1. Donc c'est R inter R moins 1. Alors R moins 1 est plus petit que R. Son intersection avec R, ce sera lui-même. Donc c'est R moins 1. On peut l'écrire autrement, c'est moins l'infini. 1 union 1 plus l'infini. Donc cette fonction est définie sur R tout entier, mais n'est pas dérivable en 1, comme vous pouvez le voir ici. D'où la fonction définie par, puisque le domaine dérivatif de g rond f est exactement le domaine dérivatif de la valeur absolue de la fonction définie par valeur absolue de x moins 1. Alors on peut écrire que la fonction définie par valeur absolue de x moins 1 est dérivable sur R tout entier privé de 1. Alors passons maintenant au domaine de dérivabilité des fonctions trigonométriques. Leur propriété est assez simple, il nous dit que les fonctions sinus, cosinus et tangentes sont dérivables sur leur domaine de définition. C'est la même chose que les fonctions polynomiales et les fonctions rationnelles. Donc puisque le sinus, on sait que c'est une fonction définie sur R, alors il est dérivable sur R. Le cosinus, c'est une fonction définie sur R, donc il est dérivable sur R. Alors la fonction tangente est définie sur R moins pi sur 2 plus kp avec k anti-relative. Donc elle sera dérivable sur R moins pi sur 2 plus kp avec k anti-relative.
Ici, puisque tangente est sinus sur cosinus, alors le cosinus annule en P sur 2 plus 4P. Il faut exclure ces éléments qui rendent notre dénominateur nul. Alors, prenons un exemple. Alors, on aimerait déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction définie par tangente x plus pi sur 2. Alors, on remarque ici que c'est composé de deux fonctions. Il faut isoler ces deux fonctions. En première étape, on va prendre la fonction à l'intérieur et la nommer f. Alors, f de x égale x plus p sur 2. Et la fonction définie par tangente x qu'on va nommer g. Alors maintenant, il faut vérifier que la composite de ces deux fonctions est exactement tangente x plus p sur 2. Donc g rond f de x égale à g de f de x égale à g de la fonction définie par tangente x. Donc g de f de x sera tangente f de x. Et on met la définition de f sera tangente x plus p sur 2. Donc g rond f est tangente, et la fonction définie par tangente x plus p sur 2. Deuxième étape, c'est qu'il faut, puisqu'on a trouvé maintenant les deux fonctions en jeu dans notre composition, il faut déterminer leur domaine de dérivabilité, c'est-à-dire df' et dg'. Alors on sait ici que f est une fonction polynomiale, donc dérivable sur r tout entier, donc df' égale à r, et puisque j'ai la fonction tangente, donc elle est dérivable sur r moins pi sur 2 plus kp avec un entier relatif. Donc dg' égale à r moins pi sur 2 plus kp avec un entier relatif. Maintenant, on a les outils pour déterminer le domaine de dérivabilité de la composite de ces deux fonctions, de la composite f par g, est définie par tangente x plus pi sur 2. Alors dg rond f' égale à 6x appartient à r tel que x appartient à df' et f de x appartient à dg'. Alors on va juste remplacer maintenant. Alors c'est x appartient à r tel que x appartient à, alors df', on a vu que c'est r, et f de x appartient à dg', on a vu que c'est r moins pi sur 2 plus kp avec un entier relatif. Alors on va transformer le i en intersection. Si x appartient à r tel que x appartient à r, inter x appartient à r tel que, alors la condition ici c'est que f de x appartient à r moins p sur 2 plus kp avec un entier relatif. Il faut transformer cette information en équation ou en une équation pour résoudre et pour trouver ces éléments x. C'est-à-dire que f de x peut prendre toute valeur sauf p sur 2 plus kp avec k, un entier relatif. Donc f de x est différent de, on a transformé en une équation, donc f de x est différent de p sur 2 plus kp avec un entier relatif. Alors on a ici x appartient à tel que x appartient à r, ça c'est x. On n'a rien à exclure ici de R. Inter, x appartient à tel que f de x est différent de pi sur 2 plus kp avec un entier relatif. C'est égal à R inter, x appartient à R tel que, alors f de x, sa définition c'est x plus p sur 2. Donc ici vous voyez quand x apparaît, on peut résoudre cette équation. Donc c'est x plus p sur 2 différent de p sur 2 plus kp avec un entier relatif. On peut résoudre pour x ici, ça c'est simple. Alors c'est r inter x appartient à r tel que, donc c'est x c'est différent de pi sur 2 moins pi sur 2 plus kp, ce sera x différent de 0 plus kp, donc c'est x différent de kp avec un entier relatif. Donc x ici, donc c'est x appartient à r tel que x différent de kp avec k, un entier relatif. Alors écrivons ça sous forme d'un ensemble. Donc c'est r inter, donc tous les x sauf ceux égaux à kp avec un entier relatif. Donc r tout entier privé de kp avec un entier relatif. Cet ensemble est le plus petit, donc son intersection avec r ce sera lui-même. Donc c'est r moins kp avec k, un entier relatif. Par exemple, pour k égale à 0, c'est r moins 0. Donc cette fonction n'est pas dérivable en 0. Alors pour k égale à 1, donc c'est r moins pi, donc cette fonction n'est pas dérivable en pi, n'est pas dérivable en 2pi, n'est pas dérivable en 4pi, n'est pas dérivable en 5pi, il n'est pas dérivable en moins pi, en moins 2pi, en moins 3pi, et ainsi de suite. Alors on peut écrire que la fonction maintenant, la fonction définie par tangente x plus pi sur 2 qui est g rond f est dérivable sur r moins kp avec un entier relatif. Donc voilà la fonction dérivée de notre fonction définie par tangente x plus pi sur 2. Vous voyez très bien ici que la fonction dérivée n'est pas définie en 0, n'est pas définie en pi. Il
n'est pas défini en 2pi, 3pi, 4pi, ainsi de suite, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi. C'est pour ça qu'on a trouvé que notre fonction n'est pas dérivable en c.0 pi 2pi, c'est-à-dire n'est pas dérivable en r moins kp avec k, un entier relatif. Allez, je vous laisse dans cette vidéo et on se voit prochainement. À bientôt.